Je vous propose de commencer. Désolé pour ce léger retard. Donc, bienvenue pour ces 18e ateliers virtuels du GERS déjà. Vous êtes encore très, très nombreux à vous être connectés et à continuer à vous connecter. Les gens continuent à arriver. Donc, ces ateliers virtuels, hein, maintenant, vous le savez, hein, sont possibles puisque dans tout l'écosystème pharmacégédim, nous disposons d'énormément de data qui nous permettent d'avoir un regard à 360 degrés sur le système de santé, que ça soit sur le médicament, que ça soit sur l'activité en officine, que ça soit sur l'activité dans les cabinets de médecins. On peut avoir une vision globale. Alors, ces données sont également utilisées par les pouvoirs publics, l'ensemble des services des pouvoirs publics, la DGS, la NSM, le CEPS, l'assurance maladie, bon, et bien sûr le ministère de la Santé. L'ensemble des données de Statop en passant par la base TIN qui a été sélectionné à la fois par la NSM et le CEPS dans le cadre d'un appel d'offres sur le suivi et l'analyse de la prescription des médecins généralistes et spécialistes, et puis toutes les données produits, que ce soit le sell-in, le sell-out, également les données sur les ruptures, et puis les données provenant de notre nouvel outil MediPrime. Alors, on a souhaité que cet atelier soit un tout petit peu différent. On l'a fait évoluer sur le format. On va essayer un peu de sortir de la problématique Covid, tout en gardant quand même certaines données concernant ce sujet, pour se focaliser sur des sujets d'actualité, sur des sujets qui vous intéressent. Vous êtes nombreux à nous solliciter régulièrement pour traiter tel ou tel aspect. C'est ce que l'on va faire. Donc là, aujourd'hui, on va faire un point sur la régulation 2021. On est en plein dedans. On se demande ce qui va se passer. Ensuite, David vous fera un point sur ce qui se passe au niveau de l'officine, également avec la vaccination antigrippale. Ensuite, il fera un zoom sur tout ce qui est la santé conseil, et également tout ce qui est dispositifs médicaux, produits de l'ALPP. Et on terminera ensuite par un point sur le PLFSS qui est en pleine analyse aujourd'hui. Au niveau, il a terminé son passage devant la Chambre des députés, il va passer au Sénat et il reviendra devant les députés début décembre pour être adopté fin d'année. Donc, revenons d'abord à l'évolution du chiffre d'affaires net régulé. Donc, ce chiffre d'affaires, on a fait une analyse sur 5 ans et vous voyez que quand on regarde le CA régulé avant reversement, depuis 2017, il y a une augmentation constante de ce chiffre d'affaires, puisqu'il est passé de 25 milliards 487 millions en 2017 à 27 milliards 337 millions en 2020. Et on voit que déjà après le premier semestre 2021, on est déjà à près de 15 milliards, à 14 milliards 685. Alors, c'est à la fois lié au marché remboursable ville qui a eu une croissance régulière, et on voit que la croissance 2021 est très forte en ville, hein, plus 7,1%. Mais la croissance totale est aussi boostée par la croissance du marché hospitalier, c'est-à-dire la licensus, les produits rétrocédables et les ATU, qui ont une croissance régulière, mais en 2021, sur le premier semestre, on voit que cette croissance est de plus 26%. Donc, une croissance extrêmement forte. Donc, cette croissance au global sur le premier semestre est à hauteur d'à peu près plus 11,9%. Quand on prend les reversements bruts qui ont été effectués sur les 4 années de 2017 à 2020, bon, on voit que ces reversements, comme le CA régulé total avant reversement, les reversements augmentent, hein,
Les reversements, c'est les remises produits et ATU, c'est la clause de sauvegarde W, L et M. Elle a été estimée à 4 millions, à 4 millions, 4 milliards 2 pour 4 milliards 2 pardon pour 2020. On n'a pas encore le chiffre officiel du CEPS. C'est une estimation qui avait été communiquée en mars 2021. Donc, on voit que quand on déduit ces reversements, le CA régulé total, lui, est en légère baisse. Il passe de 23 milliards 900 millions à 23 milliards 137 millions en 2020. Donc, on voit ces deux courbes. La courbe du CA régulé avant reversement qui augmente, donc le chiffre d'affaires, mais quand on enlève les remises, le chiffre d'affaires, lui, est en légère baisse. Alors, quand on fait un zoom sur le médicament remboursable, on voit là, on a accumulé les trois courbes, 2019 en vert, 2020 en bleu et 2021 en orange. En 2020, il y a eu un phénomène de stockage qui avait été observé en mars, on s'en rappelle tous, il y avait eu plus 19% du CA à l'annonce des mesures de confinement. Toujours en 2020, les 2 mois suivants avaient été en chute, aux alentours de moins 11%. Et on était arrivé à la fin de l'année 2020 à une croissance d'à peu près 2%. Le début d'année 2021, lui, a été marqué par un effet rattrapage qui a compensé cet effet confinement et crise sanitaire du début d'année 2020 et qui fait qu'il y a une hausse mécanique du taux d'évolution. Alors après, il y a d'autres raisons qui expliquent tout cela. Mais quand on mesure cet effet rattrapage, cet impact, on l'estime à plus 1,9 points de janvier à septembre 2021. Alors, quand on veut aller un tout petit peu plus loin, on regarde l'effet innovation. Et sur la dynamique du remboursable, on voit que l'effet innovation, en 2020, il avait été sur le cumul fixe de janvier à septembre, il y avait eu pour 50 millions d'euros d'effets nouveaux produits. En 2021, sur la même période, on est déjà à 325, ce qui fait passer la croissance du cumul fixe. Hors nouveaux produits, elle était à plus 5,4%. Et si on inclut les nouveaux produits, on passe à plus 7,5%. Donc, ce sont les nouveaux produits et puis les sorties de réserve hospitalière qui expliquent ce différentiel de 1,9 points sur les 9 premiers mois de l'année 2020. Alors, voyons maintenant ce qui s'est passé au niveau du marché hospitalier. Donc, un peu même courbe, on compare 2019, 2020 et 2021. Toujours pareil, phénomène de stockage qui avait été observé en mars. Là, il avait été de 32% au mois de mars. Après, il y avait eu une chute et même effet. En 2021, on a un effet de rattrapage qui compense l'effet confinement et crise sanitaire du début d'année 2020 et qui explique cette hausse mécanique du taux d'évolution. Donc, l'impact à l'hôpital, lui, de cette crise est estimé à plus 2,6 points sur la période de janvier à septembre 2021. Alors, quand on passe maintenant à la dynamique elle-même du marché hospitalier, on voit que ce sont la croissance de ce marché hospitalier qui est extrêmement forte. Cette croissance, ça s'explique surtout par le fort dynamisme des médicaments de la liste en sus qui ont progressé de plus 18,6% sur cette période. Et le marché, alors que quand on prend le marché rétrocédable et hors GHS, la croissance n'est que, j'allais dire, de plus 14,7, ce qui est déjà extrêmement, extrêmement fort. Mais c'est surtout les produits de la liste en sus qui ont cette très, très forte progression. Alors, voyons maintenant
quelles sont nos estimations pour l'année 2021. Alors, c'est un exercice qui est toujours assez périlleux, mais compte tenu de la situation du cumul fixe à fin septembre, tant en ville qu'à l'hôpital, nous prévoyons pour l'année 2021 une croissance du CA régulé total de plus 9,1%, dont plus 7% pour la ville et plus 15% pour le marché hospitalier régulier. Donc, celui dont on parlait tout à l'heure, Listensus, les produits rétrocédables et les AT. Alors, qu'est-ce qui explique cette forte croissance? C'est surtout cet effet rattrapage par rapport à l'année 2020, l'effet nouveaux produits, la croissance de certaines classes comme les antinéoplasiques, les traitements contre la mucoviscidose et les inhibiteurs du facteur 10A qui continuent encore de progresser année après année, la croissance de la listensus et aussi à un degré moindre, mais c'est vrai qu'on n'est pas trop habitué à cela, les hausses de prix des immunoglobulines qui ont eu lieu au 1er octobre 2021 et donc qui auront un effet sur les derniers mois de l'année. En revanche, il y a quelques facteurs qui pénalisent cette très forte croissance. C'est la baisse des pathologies contagieuses en raison de l'application des gestes barrières, donc le port du masque, le nettoyage des mains et autres. Donc, toutes les consommations d'antibiotiques, d'antitussifs sont en forte décroissance. Il y a eu des pertes de brevets également, le fluticasone, le sinalcacel, et également le développement des biosimilaires. Mais malgré cela, on voit que nos prévisions pour cette année 2021 sont très fortes puisque nous prévoyons cette hausse de 9,1%. Alors, voyons maintenant les économies sur les baisses de prix. C'est un suivi qu'on fait grâce à l'outil Mediprime. Vous êtes habitué maintenant à ce tableau. Sur la colonne de gauche, donc vous avez les économies en PFHT et à droite, les baisses de prix en économie sécurité sociale, pardon. Et la première ligne représente la ville, la deuxième l'hôpital et le troisième le cumul. Alors, en économie sécurité sociale, on voit qu'en ville, on a réalisé depuis le début d'année 110 millions d'économies et qu'il est prévu d'ici la fin de l'année, donc d'octobre à décembre, d'avoir des baisses de prix encore importantes, puisqu'elles devraient représenter 245 millions d'euros. Donc, ce qui amènerait en ville les baisses de prix à moins 355 millions en PFHT. À l'hôpital, là, on est en prix tarif. Il y a eu déjà 163 millions d'exécutés depuis le début de l'année. Et l'impact sur les 3 derniers mois est très faible, surtout en raison de la hausse de prix de 40% des immunoglobulines qui a démarré le 1er octobre 2021. Ce qui veut dire que pour l'année 2021, il y a eu déjà, il y aura à peu près 521 millions de baisse de prix. Et quand on fait la conversion en net, on passe du brut au net, et en appliquant le coefficient qu'on a du CEPS, on arrive à des baisses de prix à hauteur de 458 millions d'euros. Ça, c'est en tenant compte de toutes les baisses de prix qui auront été publiées au JO à fin août. Ce qui veut dire que par rapport à l'objectif de 640 millions d'euros, on va vers une forte sous-exécution des baisses de prix pour cette année 2021. Alors,
ces baisses de prix au niveau de la ville, bon, elles concernent bien sûr le hors répertoire hein, qui est fortement touché, pour plus de 50%, les génériques représentant à peu près 20%, et le reste, les princeps. Et quand on regarde le hors répertoire, quand on fait un focus sur le hors répertoire, on voit que le hors répertoire, hors bioréférent et biosimilaire représente près de 65 à 70%. Les bioréférents représentent à peu près 20, on va dire un quart à peu près, 25%, et les biosimilaires entre 5 et 10%. À l'hôpital, on voit que les baisses de prix sur les biosimilaires sont très importantes puisque ça pèse pour près de 63 millions d'euros. Les autres produits représentent 103 millions au niveau des baisses de prix. Et quand on fait une autre analyse, mais plus par statut de produit, on voit que les produits issus de la rétrocession représentent près de 93 millions, plus de 93 millions au niveau des baisses de prix. Ensuite, vous avez les produits hors GHS avec moins 68,5 millions et les hors GHS et rétrocession qui représentent moins 4,6 millions. Donc, voilà pour l'impact des baisses de prix à fin d'année. Donc, on va vers une sous-exécution de ces baisses de prix. Je vais maintenant laisser la parole à David pour vous faire un point sur l'activité en officine. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, sur l'officine, si on regarde depuis le début de l'année avec toujours le miroir 2020-2019, on voit que l'économie générale de l'officine se porte plutôt bien. Surtout si on regarde la prescription de ville où depuis le début de l'année, on est à plus 3 par rapport à l'année dernière, moins 1 par rapport à 2019. Et depuis la rentrée de septembre, légèrement dynamique, plus 1. Et surtout, comme le disait Patrick en introduction, c'est surtout la prescription d'origine hospitalière qui pèse sur la croissance de l'officine, plus 15% sur la rentrée de septembre, plus 23 par rapport à 2019. Donc, on voit très forte dynamique des produits de sortie de réserve hospitalière. Et le conseil reste dynamique, l'accompagnement, plus 10% par rapport à l'année dernière sur la rentrée. On verra quels types de produits sont particulièrement touchés par ce dynamisme. Alors, pour l'expliquer, on l'a décortiqué en 4 moments. La partie consultation, en retirant 2 parties, les consultations avec prescription et sans prescription. C'est aussi pour vous montrer qu'on peut devenir chèvre en analysant les données. C'est vrai qu'on est à moins 4 total consultations. Pour autant, quand on regarde avec une prescription, on est juste à moins 1. Donc, depuis la rentrée, les consultations se maintiennent par rapport à l'année dernière avec prescription et c'est surtout les consultations sans prescription qui sont en fort recul. L'autre bonne nouvelle, entre guillemets, bien entendu, c'est effectivement les dynamiques des pathologies virus. Regardez, rhinopharyngite, on est à plus 46% la semaine dernière. Les bronchiolites, on voit aussi fort dynamisme depuis, même par rapport à l'année dernière et l'année d'avant. Grippe et syndrome grippal, on est encore en recul par rapport aux 2 autres années, telles que diagnostiquées par les médecins. Et la gastro, là aussi, on est moins bon que 2017 à 2019, mais vous pouvez voir là sur début octobre, les raisons de penser qu'il y a de la convivialité, il y a de la proximité, il y a aussi de la fragilité, là, c'est des gestes barrières, mais plus 33% la semaine dernière sur la gastro. On est bien entre globalement 2019 et 2020. Pénétration des génériques, on l'évoquait tout à l'heure, surtout Patrick, fort croissance l'année dernière avec la mise en place de l'article 66. On était flat depuis le début de l'année, autour de 83% en taux de substitution. On dépasse les 84 sur le mois de septembre. On devrait finir autour de 84% à la fin de l'année. Probablement en substitution sur le périmètre générique, on n'est pas loin d'être à l'optimal en termes d'énergie déployée pour la substitution.
mais effectivement, on tourne autour de 83-84% en taux de substitution. L'autre point, les tests antigéniques, fin du remboursement pour les personnes vaccinées et hors prescription au médecin. Et là, effectivement, on retourne un peu au niveau qu'on avait avant l'été, autour de 800 000, 1 million de tests par semaine. Donc, ça continue aussi probablement pour les antivax qui, effectivement, font maintenant un principe, ce qui montre que, effectivement, la vaccination sur les profils complémentaires, du coup, nécessite de l'énergie et on n'y est pas encore. Et du coup, cette mesure convaincra peu probablement de la vaccination, mais on tourne autour de 1 million de tests antigéniques par semaine. Alors, sur la grippe, gros enjeu de ce mois d'octobre. Alors, ce qui était drôle pour la petite histoire, c'est faisais l'analyse. Alors, pour mettre un peu de contexte, j'étais dans les vignes ce week-end, buvais un petit peu de Sauvignon et du coup, on fait l'analyse et on regarde les campagnes. Et les campagnes, dans les deux cas, c'est la semaine 42. Mais sauf qu'elle n'est pas tombée le même jour, puisque l'État a fait en sorte que la campagne soit en semaine 42, mais tantôt elle est tombée en début de semaine et cette année en fin de semaine. Et donc, du coup, on s'est amusé à comparer du coup le jour de lancement et jour J+1 et on va le suivre comme ça. Mais surtout, c'est par rapport à une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que les habitudes vont changer durablement? Est-ce qu'effectivement la pandémie a fait évoluer un certain nombre d'us et coutumes? On le verra tout à l'heure dans la segmentation du réseau officinal. Ce qu'on peut dire au moins sur la vaccination grippe, c'est qu'on est quasiment revenu au même niveau que 2019. 2019, sur les 2 premiers jours de lancement de la campagne grippe, je suis à 1 73 000 vaccins délivrés. Là, je suis à 1,10 million, donc très, très proche, très en dessous de ce qu'on a observé l'année dernière, ce qui montre deux choses. Probablement, l'année dernière, il y avait vraiment effectivement un besoin, et puis il y a aussi le fait que beaucoup de communication tournait autour du stock restreint de vaccins. On l'a moins évoqué cette année, et c'est vrai que ça montre peut-être effectivement un démarrage plus poussif, mais la symétrie par rapport à 2019 est éclairante par rapport au changement des habitudes et surtout au changement des habitudes durables. Les dispositifs médicaux LPPR sur prescription, là on voit une année meilleure, même meilleure que 2019, 11% depuis le début de l'année, avec une rentrée qui est aussi dynamique. Et surtout, quand on regarde les segments, on a le diabète qui est légèrement positif, mais aussi tout ce qui touche les plaies avec les pansements, l'orthopédie et les soins post-op. Donc, on reprend, entre guillemets, sa vie d'avant, on reprend les aléas des opérations, la prise en charge. Et donc, effectivement, c'est dynamique. Et la compression est sur un fil par rapport à l'année dernière. On est tout juste négatif sur cette rentrée par rapport à la rentrée de l'année dernière. La santé conseil au sens large du terme, quel que soit le statut, là aussi, début d'année à +2, mais surtout, regardez la rentrée, +8 par rapport à l'année dernière, +14 par rapport à 2019. Donc, c'est vrai que le changement de temps, la température montre quand même qu'il y a des bons indicateurs. Et quand on regarde les segments et les dynamiques, on va avoir, regardez, le mal de gorge, on va avoir la toux qui sont fortement dynamiques, +36% pour le premier et +68% pour le deuxième. Pour autant, rhume grippal est légèrement en recul par rapport à l'année dernière, -5%. Douleur et fièvre également, aussi, -8%. Et après, on va avoir effectivement le sommeil et la nutrition, notamment la nutrition infantile, qui reste dynamique. Et quand on regarde les contributeurs à la croissance, ça fait longtemps qu'en santé familiale, quand vous faisiez la balance entre le top 10 des contributeurs à la croissance et le top 10 des contributeurs à la décroissance, on n'avait pas un bénéfice aussi fort sur les contributeurs à la croissance. Et on voit bien, on est dans ce partage quand même des virus, le tout, la mal de gorge. On a aussi le confort respiratoire, on a aussi la diarrhée qui sont dynamiques. On a l'hygiène bucco-dentaire, toujours surprenant, mais surtout sur ce rôle
de santé de la pharmacie. C'est-à-dire vraiment, on a un virage qui a été pris qui fait que aujourd'hui, le consommateur, le patient va en pharmacie pour la prise en charge de sa santé au sens large du terme, que ce soit du tonus, que ce soit du sommeil, que ce soit de l'hygiène bucco-dentaire, que ce soit de la nutrition infantile. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'achat de vaccins sur conseil du pharmacien grippe est en fort recul par rapport à l'année dernière. Il représente toujours 7% comme l'année passée, mais avec des volumes, comme vous avez pu le voir, qui sont beaucoup plus forts. Douleur et fièvre aussi en fort recul, un peu moins de stress, mais globalement, on voit ces dynamiques qui s'opèrent. Le bio en pharmacie reste dynamique, plus 13% sur la rentrée, très fort par rapport à 2019. On avait vraiment cranté, ça représente sur ce début d'année près de 300 millions d'euros, avec effectivement fort dynamique sur 3 segments principaux, le visage, le corps et la nutrition infantile. Sur les huiles essentielles, on reste en recul par rapport à l'année dernière. On l'avait déjà évoqué lors des ateliers précédents. Rappelez-vous, les forts achats de certaines huiles, notamment Ravitsara, l'année passée, fait que on s'essouffle un peu sur cette partie-là. On a l'immunité qui reste stable et des segments qui deviennent de plus en plus bio, comme confort respiratoire, comme les jambes lourdes, comme les douleurs articulaires. Donc, on essaye, dans la sortie des produits, d'être de plus en plus green ou de plus en plus bio ou certifié bio. En point sur l'hygiène et la dermo, là aussi, une rentrée qui est plutôt positive, plus 9%, plus 10 par rapport à 2019. Donc, on reste sur ce trend dynamique avec des contributeurs à la croissance qui sont à la fois des marques historiques de dermo, à la fois de la beauté, à la fois de la naturalité. Donc, on voit La Roche-Posay, Aven et Caudalie sur le podium. On a Nux aussi, on a SVR, on a des marques plus récentes comme La Rosée, comme CeraVe, comme Cicatril, des marques un peu plus réseaux sociaux comme Pin-Up Secret. Et puis, la bonne nouvelle sur les déodorants, puisque s'il y a plus de ventes, on commence aussi à plus sortir, et Thiactile qui continue sa dynamique sur cette rentrée. On a, sur ces dernières années, pas mal parlé de la transformation du réseau officinal, la segmentation attitudinale et comportementale du réseau officinal, et on l'a mis à jour, là, ça fait la 5e année, sur ces profils de pharmacie. Et toujours l'axe principal aujourd'hui qui segmente l'officine, c'est l'activité, avec à gauche du graphique plutôt les petits chiffres d'affaires de la pharmacie, moins de 800 000, 800 à 1,5 million. Et à droite, plus gros chiffre d'affaires, notamment qui fait une ellipse avec le poids de la cosmétique. On va être supérieur à 20% en bas à droite et beaucoup plus faible en haut du graphique, 4%. Le conseil également, très proche. Le remboursable, où effectivement, on va être parfois entre 75 et 80%, parfois entre 70 et 75%, parfois plus de 80%, moins de 50% à droite. Le nombre de clients au jour. Et quand on creuse tous ces éléments-là, on va avoir l'OTC, vraiment au sens médicament du terme, au sens conseil du terme, petit OTC en bas à gauche, gros OTC à droite. On a intégré le générique et on a 6 profils, toujours les mêmes 6 profils de pharmacie, mais avec du changement. On le verra tout à l'heure sur ce changement du réseau officinal. DCA en forte progression, notamment au centre. Ça veut dire des pharmacies dans lesquelles on va avoir une part équilibrée entre le remboursable et le conseil. On va être en centre-ville, où là, on est en forte progression, en forte progression également, plutôt en stagnation sur les profils 5. Et quand on les creuse, on va avoir surtout l'intégration d'un certain nombre d'indicateurs. Alors, le profil 1, 15% des pharmacies, on est plutôt sur des pharmacies rurales qui, effectivement, avaient toujours ces questionnements sur la part du remboursable et la part du conseil. C'est vrai que l'isolement, également la mise en place du télétravail fait qu'elles ont progressé, entre guillemets, je ne vais pas dire malgré elles, mais sur la part conseil dans ces officines, elles font un peu plus de conseils qu'avant. Elles sont limitées naturellement par rapport à leur zone de chalandise parce que si elles sont très fortement rurales. Le type 2, alors le type 2,
historiquement très axées sur le remboursable. C'est toujours fort. Elles ont fait plus de conseils que l'année passée, toujours 16% des officines. Le remboursable est vraiment leur cœur d'ADN, vraiment très axé sur les entretiens pharmaceutiques, sur l'accompagnement autour du médicament. On a le profil 3, 34%, qui était tout au sud du graphique, qui avait cette velléité, on l'appelait l'opportuniste, de faire plus d'accompagnement patient. C'est vrai que le changement des habitudes de consommation de soins, des échanges, fait qu'elles font plus de remboursements, plus de conseils. Et donc, effectivement, aujourd'hui, elles ont entre 75 et 81% de remboursables dans leur activité. C'est un tiers des officines. Le profil 4, multispécialiste, centre-ville, fort bénéficiaire, entre guillemets, de cette pandémie. Elle profite d'avoir autour d'elle beaucoup de médecins pour les prescriptions et donc effectivement un équilibre entre la prescription et le conseil. On avait le profil contemporain, profil 5, qui était très axé sur les médicaments. On le voit bien là, très gros médicaments d'exception, c'est-à-dire les produits de sortie de réserve hospitalière, plus de 1 500 €, 18% des pharmacies. Elle s'oriente aussi sur le conseil associé. On le voit émerger sur l'aroma, on le voit émerger sur la dermocosmétique, le conseil autour de ces patients fortement médiqués. Et sur le profil 6, l'entreprise, on voit effectivement centres commerciaux, très grande ville aussi, une baisse du trafic malgré tout dans ces officines de manière générale, une baisse surtout du remboursable. Et donc, du coup, on s'oriente effectivement sur une part conseil qui devient prégnant et très fort dans ces pharmacies-là. On a rajouté les compléments alimentaires, donc j'allège un petit peu. Et quand je rentre, effectivement, hop. Et là, sur ces médicaments d'exception, on a intégré le poids en chiffre d'affaires pour chacun de ces profils-là. Comment ça se lit? Si je prends le profil le plus important sur les produits de médicaments d'exception, le profil 5, le contemporain, c'est 18% des pharmacies en volume et c'est quasiment 30% du chiffre d'affaires des produits de sortie de réserve hospitalière, plus 1 500 €. Également, sur les pharmacies entreprises, c'est 6% des officines, mais c'est 13% du chiffre des médicaments d'exception. Ça veut dire qu'effectivement, là où on se dit naturellement c'est très fort en para, c'est vrai, mais pour autant, ce qu'elles sont capables de générer pour des patients de médicaments d'exception est 2 fois supérieur à leur potentiel naturel, qui est de 6%. Si vous regardez le profil 4, centre-ville, 11% des pharmacies équilibrées sur les médicaments d'exception. C'est vrai aussi pour le type 3, l'opportuniste 33%. Les profils 1 et 2 sont plus faibles que leur nombre sur ces médicaments de sortie de réserve hospitalière. Et alors, c'est vrai que pour voir l'évolution par rapport à l'année dernière, le type 2, qui était en haut du graphique, est passé sur le côté. Pareil avec cette ouverture sur le conseil. Le type 1 est descendu sur le graphique avec un conseil plus appuyé, mais toujours centré sur la santé des patients. Le profil 3, de par l'économie, la distanciation, le conseil apporté, la proximité, l'offre de soins, on est passé effectivement au nord du graphique, plus de médicaments dans ces profils-là. Le profil 4 est monté, centre-ville, plus parcours patient. Le 5 a glissé légèrement sur le conseil, c'est ce qu'il cherchait, la diversification. Et du coup, c'est vrai que sur le profil 6, aujourd'hui, on a plutôt une attrition de son chiffre d'affaires, plutôt une minceur sur son business model par rapport à ce qu'il a connu en 2019. Et effectivement, il y a l'enjeu de transformation de sa posture par rapport à l'accompagnement et aux patients. Par contre, c'est vrai que quand on regarde le trafic par rapport à la rentrée de l'année dernière, on le voit bien, le profil 6 est plus dynamique que l'année dernière, plus 6% en termes de trafic sur ces pharmacies-là. On est quasiment à l'étal sur le profil 5, le contemporain. Le profil 4, multispécialiste, vous voyez, forte dynamique sur cette rentrée, plus 7%. Et sur la partie gauche du graphique, on reste à plus 1, moins 1 en fonction des profils patients.
légèrement dynamique aussi sur le profil 3. Et puis, encore plus loin, on s'est amusé aussi à rajouter l'adéquation avec les groupements d'appartenance, sachant qu'effectivement, on le voit, on va avoir certains profils beaucoup plus orientés sur l'accompagnement patient, un renfort, comme Giropharm par exemple, comme Pharmactive, comme Alphega. On va avoir un profil 5 plutôt sur l'accompagnement patient avec un Hello, un Totum, un ePharm, les pharmacies plus entreprises avec un LC, un Pharmabest, un Apotical. Et tout ça, effectivement, rentre en ligne de compte. Peut-être, Patrick, un point sur le PLFSS? Effectivement, donc on vous disait tout à l'heure qu'on allait essayer de coller le plus à l'actualité. Donc, on va vous faire un décryptage assez rapide et on vous enverra ensuite les slides sur le PLFSS 2022. Et pour coller encore plus à l'actualité, on a pris le texte qui était passé, qui avait été voté à l'Assemblée nationale, donc le mardi 26 octobre. Alors, déjà, première constatation, c'est que on peut voir une dégradation durable du solde du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse. Il est de moins 34,6 milliards d'euros en 2021. Alors, quand on prend les chiffres, bien sûr, il y a eu des éléments qui ont impacté, et qui ont surtout entraîné ce retournement de tendance. C'est bien sûr la crise sanitaire qui a eu un double effet négatif. D'une part, par la diminution des prélèvements sociaux, donc avec une activité réduite, partielle, donc pour moins 2,9%, et également une augmentation très forte des dépenses au niveau de l'urgence sanitaire et également du Ségur de la santé, plus 6,2%. Alors, le déficit 2020, il est estimé à moins 38,7 milliards d'euros, moins élevé que ce qui avait été prévu dans la loi de finances 2020. En revanche, le déficit 2021 est à moins 34,6 et il est plus élevé que ce qui avait été prévu dans la loi de finances 2020 et avec une forte augmentation puisqu'on c'est à peu près de l'ordre de 20%, même 25%. Alors ensuite, quand on regarde l'Ondam 2022, avec le Covid et avec les mesures liées au Ségur, on arrive à 236,3 milliards d'euros. Et on voit que les dépenses réelles qui relèvent de l'Ondam en 2020, elles s'élevaient, c'est la colonne du bas pour 2020, à 219 milliards d'euros. En 2021, si on rajoute les mesures du Ségur, on rajoute 10,6 milliards d'euros à cette trajectoire initiale de l'Ondam. Et si ensuite on rajoute les mesures liées à la crise Covid, là on rajoute à peu près 14,7 milliards d'euros, soit un total de 237,1 milliards d'euros. Donc une forte augmentation de l'Ondam 2022. Alors, quand on regarde maintenant dans ce PLFSS 2022, la question des baisses de prix. On a vu tout à l'heure la situation pour 2021, on était plutôt en sous-exécution. Lui, le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2022 prévoit une économie de 1,25 milliard d'euros. Alors, au travers de baisses de prix qui vont concerner d'une part les produits les plus amortis, essentiellement bien sûr des médicaments, mais aussi des dispositifs médicaux type prothèses, essentiellement. Donc, les baisses de prix pour les médicaments, elles sont estimées à 825 millions d'euros pour 2022, alors qu'on voit qu'on était en dessous des 500 millions pour 2021. Donc, une forte augmentation des baisses de prix pour 2022. Ensuite, autre article important qui va impacter, qui va vous impacter à différents niveaux, c'est l'article 36 au travers de l'accès direct au marché remboursé.
Donc, cet article 36, il a été réécrit après son passage à l'Assemblée nationale. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'accès direct est finalement conditionné à une demande préalable d'accès précoce. Quand on regarde le PLFSS, au début, on disait l'accès direct, donc AD, hein, c'est dans le jargon, et concerne les spécialités qui ne font pas l'objet d'un accès précoce de niveau SMR et ASMR qui seront fixés par décret. Pour l'instant, ce n'est pas encore défini, avec une demande de prise en charge au plus tard 1 mois après l'avis de la commission de transparence et dans les 2 ans qui suivent le début de l'expérimentation. L'expérimentation durant 4 ans. Alors, la prise en charge exceptionnelle sera sous fortes conditions et c'est le point qui a changé. C'est d'abord, il faut qu'il y ait une demande d'accès précoce au préalable avec une décision défavorable de la HAS. S'il n'y a pas eu cette demande et ce rejet de l'HAS, il ne pourra pas avoir cet accès direct au marché remboursé. Ensuite, il y a d'autres conditions. Il faut que les spécialités soient non déjà inscrites sur une des listes de prise en charge, aussi bien en ville qu'au niveau des collectivités. Pour les médicaments issus de la réserve hospitalière, il faut qu'il y ait une demande d'inscription concomitante sur la liste en sus. La prise en charge sera pour une durée maximale d'1 an. Ce sera ouvert à toute indication pour une spécialité dès lors que celle-ci n'est pas disponible en ville. Et il y aura un engagement de continuité de traitement d'au moins 1 an à la fin du dispositif. Des obligations également de l'exploitant. L'exploitant devra déclarer au CEPS le 15 février suivant le montant de l'indemnité, le 15 février, le montant de l'indemnité maximale souhaitée, le CA et les volumes vendus pour chaque indication de l'année N-1. Également, il y aura versement de remise annuelle. Donc, voilà pour cet article 36 qui a été quand même modifié sensiblement. Ensuite, l'article 34, les remises unilatérales. Donc, ça concerne la régulation des médicaments avec des AMM miroirs. Le motif, c'est qu'il y a aujourd'hui à peu près 600 à 700 millions qui échappent à la régulation. C'est pour les produits qui sont codés I999, c'est-à-dire dont l'indication est classée hors référentiel et qui sont généralement coprescrits avec des médicaments régulés. Donc, les pouvoirs publics ont souhaité réintégrer ces 600 à 700 millions dans la régulation. C'est le cas de certains antinéoplasiques ou d'immunosuppresseurs qui sont utilisés en combothérapie. Donc, le PLFSS 2022 prévoit que pour toute spécialité inscrite pour au moins une de ces indications qui est codée I999 sur la liste en sus, susceptible d'être utilisée en association avec d'autres médicaments qui, eux, bénéficient pour cette ou ces indications en association d'une AMM ou d'une AAP, doit faire l'objet d'une déclaration annuelle des chiffres d'affaires facturés aux établissements de soins. Donc, la déclaration de DCA de l'année N au CEPS sera faite au plus tard le 15 février de l'année N+1. La prise en charge de ces médicaments avec AMM miroir est également subordonnée au versement obligatoire de remise chaque année. Donc, il y aura des taux de remise qui seront définis par tranche de CA selon un barème progressif et pour cela, un arrêté doit bientôt sortir. L'article 16. L'article 16, c'est l'actualisation donc de la clause de sauvegarde. Voilà. Slide suivant. Donc, pour cet article 16, il y a un nouveau montant M pour 2022. Avant le PLFSS 2022, le montant M était fixé à 23,99 milliards d'euros pour 2021. Dans le cadre du PLFSS 2022, le montant M est révisé et il passe maintenant à 24,5 milliards d'euros pour 2022.
D'autre part, l'article 16 prévoit également un élargissement du périmètre produit, hein, on l'a vu tout à l'heure. Il y aura en plus l'inclusion du CA des médicaments qui bénéficient d'une autorisation d'importation de la NSM. Donc, c'est toutes les préparations de thérapie génique ou les préparations de thérapie cellulaire. Également les médicaments en accès direct, donc au titre de l'article 36, comme on le disait, et également inclusion des remises des médicaments en accès direct et des médicaments avec AMM miroir au titre de l'article 34. L'article 37 également concerne le médicament, puisque c'est le recours au biosimilaire. Donc, et notamment la substitution. Donc, le PLFSS 2022 prévoit que le pharmacien peut délivrer par substitution aux médicaments biologiques prescrits un médicament biologique similaire lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies. Alors, il y a 5 conditions. Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire que le médicament biologique prescrit. Donc là, c'est logique. Le groupe biologique similaire figure sur une liste fixée par arrêté après avis de la NSM. Les conditions de substitution d'information du prescripteur et du patient peuvent être respectées. Le prescripteur n'a pas exclu la possibilité de cette substitution, donc pas de mention ANS sur l'ordonnance. Et enfin, si le médicament fait l'objet d'une distribution parallèle, dans le cas de l'article L162-17 du Code de la Sécurité sociale, la substitution s'effectue dans les conditions prévues à l'article L162-16. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre un taux de 81% du taux de pénétration des biosimilaires. Donc, cela veut dire que le médecin aura l'obligation de justifier son opposition à la substitution, donc par la mention. Le pharmacien doit inscrire le nom du médicament délivré sur l'ordonnance et informer le prescripteur. Le pharmacien doit délivrer un grand conditionnement si la durée de traitement dépasse 3 mois. Et enfin, la substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie que la délivrance du biologique le plus cher du même groupe. Donc, ce qui est, somme toute, logique. Article 38, la tarification des médicaments et la prise en compte du critère industriel. Donc, ça fait déjà pas mal de temps que ce point a été discuté, en particulier dans le cadre du CSIS. Et dans le PFSS 2022, il y aura la prise en compte du lieu de production pour la définition du prix, la fixation du prix de vente au public des médicaments et du tarif forfaitaire de responsabilité peuvent également tenir compte de l'implantation des sites de production ayant pour finalité d'améliorer la sécurité d'approvisionnement du marché français. Donc, ce sera un décret qui va paraître au premier semestre 2022 qui précisera notamment les justificatifs à fournir, où se situe l'usine et un certain nombre d'autres renseignements. Donc, le motif, c'est que la crise sanitaire avait mis en évidence, et cela avait été aussi accentué par la fermeture des frontières nationales, la dépendance de l'industrie pharmaceutique française et européenne, tant en matière de principes actifs que d'EDM, qui étaient fabriqués hors d'Europe. Donc, l'objectif, c'est de rapatrier en Europe ces fabrications. Et pour limiter les risques de pénurie, il est pertinent, entre autres leviers, de favoriser cette relocalisation en Europe. Et cela donc sera pris en compte dans la fixation des prix des produits de santé. Article 35, c'est la production en urgence de médicaments critiques. Alors, cet article 35, c'est la préparation hospitalière spéciale délivrée à titre exceptionnel et temporaire. Le motif, la raison, le recours des PUI à des sous-traitants privés pendant la crise Covid. Il manquait de cisatracurium, d'atracurium, et ils avaient fait appel à des sous-traitants. Donc, pour pallier et pour éviter ce recours à des sous-traitants privés, le PLFSS 2022 a introduit cette notion nouvelle, donc les préparations hospitalières spéciales
Ce sont des préparations magistrales ou hospitalières préparées lorsqu'il n'existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l'absence de commercialisation effective, et qui, en raison de difficultés techniques de leur fabrication ou de la faible disponibilité des substances actives nécessaires, peuvent être réalisées dans des PUI habilités. Et les préparations et les PUI habilités seront fixées par décret. Donc, ces préparations font l'objet d'une autorisation, soit par décision du directeur général de l'ANSM en cas de rupture de stock, soit d'un arrêté du ministre de la Santé en cas de menace sanitaire grave, qui peut recourir à des mesures d'urgence relatives à l'organisation du système de santé. Dans les deux cas, seuls les établissements de santé habilités par le ministère de la Santé dans des conditions définies par décret pourront réaliser ces préparations spéciales. Enfin, et dernier article qui concerne le médicament, c'est la baisse de la taxe sur les ventes en gros, avec un allègement de cette taxe sur la vente en gros pour les spécialités pharmaceutiques. Avant le PLFSS 2022, le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 1,75% à la première part. Dans le cas du PLFSS 2022, cette première tranche est abaissée de 1,75% à 1,5%. Et cela sera applicable sera rétroactif sur l'exercice 2021. Donc, voilà un peu toutes les mesures qui concernent le médicament, qui ont été votées à l'Assemblée nationale. Maintenant, ça va repasser dans le Sénat. Il y aura sûrement beaucoup de modifications avant que le texte ne repasse une dernière fois devant l'Assemblée nationale. Donc, voilà pour ce PLFSS. Et ces ateliers sont maintenant terminés. Merci beaucoup de votre présence, de votre assiduité. On espère que ce nouveau format, ces nouveaux thèmes et d'essayer de coller le plus possible à vos attentes, répond à vos besoins et on attend tous vos retours à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer ces ateliers et à très bientôt pour les 19e ateliers virtuels du Gers. Au revoir.